Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Agneau et bienvenue sur un nouvel épisode. Alors avant qu'on commence, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Agneau, je suis entrepreneur depuis maintenant 10 ans. J'ai créé une marque de joaillerie qui s'appelle Gemio et au-delà de ça, j'ai lancé un podcast qui s'appelait Le Gratin, qui s'appelle maintenant le podcast de Pauline Agneau, où mon objectif c'est vraiment d'inviter des personnalités remarquables pour me parler de leur parcours, de leur réussite et de ce qui a fait que leur vie est assez extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur cette chaîne YouTube avec vous Mathias Bacchino. Mathias est une personnalité vraiment très intéressante, je trouve extrêmement posée et j'ai eu beaucoup de plaisir à avoir cette conversation avec lui. Il est actuellement Country Manager France de la marque que vous connaissez peut-être, Trade Republic. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que Trade Republic ? C'est une application à l'origine allemande, maintenant aussi basée en France, qui vous permet d'investir en bourse, mais avec une vision vraiment long terme. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a intéressée, loin de la spéculation, du boursicotage, mais plutôt sur une notion d'investissement. On a parlé de ça justement avec Mathias, c'était l'objet de cette discussion parce que je voulais creuser ce sujet et donc j'ai demandé à Mathias de me faire un petit cours, si je puis dire, d'investissement. Personnellement, je n'y connais rien, je n'investis pas en bourse et donc je me suis dit que ça serait hyper intéressant d'avoir une vision, mais une vision long terme, une fois de plus, une vision avec du sens, concrète sur l'investissement, loin du côté investissez et gagnez 100 000 euros le mois prochain. C'est pas du tout l'état d'esprit de Mathias et de Trade Republic et c'est ça que j'ai apprécié. Au-delà de ça, on a bien sûr parlé du parcours de Mathias, un ancien trader repenti, vous allez voir, et comprendre pourquoi il a eu un déclic à un moment donné dans sa vie et décidé de complètement changer de voie, enfin en restant quand même dans le secteur de l'investissement financier. On a aussi parlé de vie de famille, de sport, d'alimentation et de tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue parce que le temps passe à une vitesse folle et c'est en tout cas l'état d'esprit de Mathias Bacchino. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira autant qu'à moi, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Mathias Bacchino. Salut Mathias. Bonjour Pauline. Je suis ravie de t'accueillir un 11 novembre en plus. Tu travailles tout le temps. C'est pas possible, mais c'est du plaisir là plutôt quand même. Ouais, c'est toujours un bonheur de discuter évidemment, avec toi d'autant plus. Bah écoute, Non, je travaille pas tout le temps, parce que j'ai 2 enfants, donc une épouse formidable. Voilà, je passe beaucoup de temps en famille aussi. Et qui d'ailleurs t'empêche de mettre des doudounes sans manches. Je l'ai appris. Donc, je fais un petit poke à ton épouse. Nous ne portons pas de doudoune. Donc, nous sommes vraiment à la pointe du style là sur le podcast. Exactement. Mathias, écoute, je voulais justement commencer un peu dans le vif du sujet. On a une connaissance commune, Thomas, qui m'a parlé de toi en me disant « Mathias, au fond, Pauline, il faut que tu saches que c'est simplement un ancien trader repenti. » Et alors, je ne pouvais pas laisser passer ça parce que finalement, je voulais savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être un ancien trader repenti. Parle-moi un petit peu de cette période de ta vie. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière en salle des marchés. C'était mon premier... j'ai eu une première étape professionnelle où je voulais être diplomate. Donc, Rien à voir. Rien à voir. J'ai fait des études pour ça. Et j'ai fait 1 an en ambassade. Au Kirghizistan, donc en Asie centrale, un petit pays qui est peu connu, mais qui le sera dans les décennies qui viennent, puisque c'est l'un des pays au monde qui a les plus grandes réserves d'eau. Voilà, donc j'ai passé 1 an en ambassade là-bas. Autant j'ai adoré le Kirghizistan, autant travailler dans l'administration française s'est révélé plus compliqué que prévu, et moins en adéquation avec ma personnalité professionnelle que ce qu'on pouvait imaginer. Donc non, moi je voulais être diplomate à la base. Et puis ensuite, j'ai voyagé en Asie et à Hong Kong, j'ai rencontré un trader. J'ai découvert comme ça en 2006 la finance de marché, au moment du boom vraiment de la finance de marché, avant la crise. Et j'ai fait ensuite des études pour faire de la finance de marché. Donc j'ai commencé là-dedans, avec les yeux qui brillent. Il y a 2 aspects dans cette question. C'est la dimension plus personnelle de ce qu'on cherche dans le travail, dans l'accomplissement personnel, et une dimension plus collective, plus sociétale, de l'utilité de son travail pour le collectif. Et donc, repenti, oui, c'est disons que ce qui me paraissait important, essentiel, et utile et presque
j'allais dire beau professionnellement, entre guillemets. Quand j'avais 24 ans, c'est plus tout à fait la même chose à 30 ans, c'est pas tout à fait la même chose non plus à 35 ans. Donc un trader repenti, alors j'étais pas précisément trader, je travaillais dans une équipe de salle des marchés où il y avait des vendeurs, du marketing, des traders, et une équipe que j'ai ensuite dirigée, mais repenti parce que cette finance-là n'a pas d'avenir. C'est indiscutable, elle n'est pas pleinement utile au collectif et à la société. Et donc, à un moment donné, il m'est apparu que il y avait sans doute mieux à faire de sa vie. Alors, je suis Mais obligée de te on poser pourra la en reparler. question, justement, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic? Parce que je pense que beaucoup de personnes voient leur travail alimentaire et se disent, OK, même plus qu'alimentaire dans le cas du trading, parce que je peux imaginer que tu gagnais très bien ta vie, mais faire un switch, c'est pas évident. Et souvent, en fait, on y pense, on l'assume pas forcément, et puis on le fait surtout pas. Toi, finalement, tu l'as eu. Alors, je sais pas si ça a été un déclic, mais visiblement, en fait, tu as souhaité à un moment donné, voilà, changer de voie. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision? En fait, oui, c'est un déclic. C'est vraiment, à un moment donné, c'est un déclic qui est, comme souvent, je pense, dans je crois que beaucoup de personnes se posent cette question en ce moment. Enfin, j'ai le sentiment que la pandémie a déclenché une réflexion chez pas mal de gens autour de moi. Voilà, je vois beaucoup de questions comme ça. Euh, Moi, c'est un déclic qui intervient à un moment où je deviens papa, où j'ai de plus en plus de responsabilités dans mon travail en salle des marchés. Je vois aussi, j'ouvre le capot, comme on dit, je vois de plus en plus comment ça fonctionne réellement. Hmm. Parce que très peu de gens voient, en fait. Et effectivement, je gagne très bien ma vie. Et donc, à un moment donné, je m'aperçois que je vais devenir très jeune, à 28 ans, 29 ans, prisonnier d'un Ça, système. vraiment, tu Ouais, t'en je es le rendu ressens. compte, Ouais, ouais. ouais, d'un coup, je le ressens. Et je m'aperçois que je vais devoir, pour continuer à gagner aussi bien ma vie que ça, euh, pas me compromettre, mais ne pas être pleinement libre, pleinement moi-même. Voilà, c'est à un moment donné où je me dis, est-ce que j'ai envie de passer 50% de mon temps à faire de la politique interne? Est-ce que j'ai envie de passer 100% de mon temps à essayer juste simplement de gagner de l'argent sans penser aux externalités positives de mon action, quoi? C'est ça, j'allais te demander, c'était quoi finalement concrètement les choses qui t'enlevaient des libertés, qui te rendaient prisonnier? Ça, je peux pas en parler. Ok, ça marche. Et ça arrive, donc tu dis quand en plus tu viens d'être papa, donc tu penses que finalement la dimension personnelle, elle a joué aussi dans cette décision? Ouais, énormément. Énormément. Enfin, ouais, ouais. Pour moi, ça a été. Euh, euh, je, Quand tu deviens parent, tu, tu sors d'une période qui est en gros la décennie de la vingtaine en général, qui est une décennie très individuelle dans ta vie. Tu te développes Hmm. toi-même, tu cherches à mieux te comprendre, à mieux savoir ce que tu veux. On évolue énormément entre 20 et 30 ans. C'est Enfin, clair. et la parentalité, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Ouais. Ça a été un moment très intense où on s'oublie un peu soi-même pendant les premiers mois en particulier, où on est vachement plus conscient de l'impact qu'on a sur les autres. Hmm. Et pour moi, ça a été ouais, un moment très fort, ouais, très très fort. Tu disais donc ancien trader repenti et tu disais finalement que c'est un secteur qui n'a pas d'avenir pour Mm. toi. Est-ce que tu peux élaborer, d'autant plus que j'aimerais ensuite faire avec toi, si ça te va, un petit cours d'investissement, on va dire, Made in Mathias, Mhm. parce que je pense qu'une grande partie de mon audience s'intéresse au monde de l'investissement, mais n'y connaît en fait pas grand-chose. Et je trouve que ta perspective et celle de Trade Republic, elle est quand même justement très intéressante parce que plus basée, d'après ce que je comprends, sur le long terme, ce qui est Ouais. quelque chose qui m'intéresse aussi. Et donc, j'aimerais comprendre d'abord, première question, donc pourquoi pas un secteur d'avenir, le monde du trading, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et puis ensuite, on va rentrer dans le petit cours, si tu veux bien. Bien sûr. En fait, la finance traditionnelle fonctionne sans tenir compte des externalités
de son action. C'est-à-dire qu'une salle des marchés aujourd'hui fonctionne pour gagner de l'argent, uniquement. C'est utile à des grandes entreprises pour financer des projets. Voilà, il y a une utilité technique, mais l'externalité globale n'est pas prise en compte. Et donc, on voit, il est évident que dans les indicateurs de performance des entreprises, de l'économie, le modèle est en train de changer. On s'aperçoit que, en étant de plus en plus nombreux sur Terre, avec le système de consommation tel qu'il fonctionnait jusqu'à présent, avec l'explosion des échanges internationaux, on s'aperçoit qu'on doit être collectivement plus attentif aux externalités de nos actions. Et la finance traditionnelle ne fonctionne pas comme ça. Les gens qui y travaillent encore aujourd'hui ne fonctionnent pas comme ça. Et un système où on peut gagner énormément d'argent en très peu de temps sans tenir compte des externalités de son action est un système qui ne peut pas durer dans les décennies qui viennent. Il y a par ailleurs un changement générationnel très fort. C'est un secteur qui, de manière incroyable, commence à avoir des difficultés à recruter. Ouais. Ce qui n'a pas été le cas. Là, ce qui, à notre époque, entre guillemets, parce qu'on est à peu près de la même génération, paraît fou, parce que nous, c'était le Graal. Oui, tout à fait. Et c'est de moins en moins le cas. C'est un secteur qui est par ailleurs très corseté dans la manière de bosser, ce qui ne convient pas du tout aux générations Z. Donc, pour toutes ces raisons, ce secteur-là va profondément évoluer, c'est inévitable. Hyper intéressant. Tu penses donc que le manque de sens qu'on peut trouver dans certains métiers de l'investissement, notamment du trading, joue, et c'est pour ça peut-être aussi que des métiers comme celui que tu exerces avec Trade Republic ou des métiers de VC par exemple, donc de venture capitaliste qui, on va dire, accompagnent plus concrètement un projet, on le voit en poupe aujourd'hui parce que ça permet de mettre du sens à de la finance. Complètement. C'est 84% des gens veulent aujourd'hui, et c'était pas du tout le cas il y a 15 ans, mais aujourd'hui, 84% des gens veulent que leur investissement, leur épargne ait du sens. C'est incroyable, hein. 84%. C'est vraiment un changement de modèle complet, et c'est en partie un changement générationnel, puisqu'on est sur les moins aujourd'hui de 35 ans. C'est un peu le changement générationnel d'aujourd'hui se fait à peu près avec les moins de 35 ans. Ce changement-là est très très net aussi. C'est-à-dire que les moins de 35 ans aujourd'hui ont majoritairement une très bonne image de l'investissement, à condition que celui-ci ait du sens. Ouais. Et ça se matérialise très concrètement, puisqu'on voit aujourd'hui les clients de Trade Republic en Allemagne, par exemple, qui est notre plus gros marché, investissent des centaines de millions d'euros avec des centaines de milliers de gens, donc c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, dans la transition écologique, dans les énergies renouvelables, dans les entreprises qui ont une approche plus SRI, donc socialement, écologiquement responsable, qui font du bien en fait, tout simplement autour d'eux. Et donc c'est un phénomène radical et probablement... Et qui en est qu'au début en plus, probablement. Exactement. Ouais. Mais la phase d'accélération a été enclenchée par la pandémie. D'accord, donc vous voyez quand même chez Trade Republic, et toi depuis le temps en fait que tu travailles quand même dans le métier, enfin dans le secteur global de l'investissement, un avant-après à ce niveau-là, au niveau de la recherche de sens dans l'investissement suite à la pandémie. En fait, c'est en 2 étapes, c'est-à-dire il y a une première étape où les gens s'aperçoivent qu'ils peuvent le faire eux-mêmes, et quand ils le font eux-mêmes, ils veulent que ça ait du sens. Donc c'est vraiment en 2 étapes, c'est-à-dire on s'approprie la matière, et ça c'est très net, c'est à peu près 500 000 personnes de plus en France en un an, donc c'est des chiffres qui investissent par eux-mêmes, qui veulent prendre le pouvoir entre guillemets sur leur épargne et sur leur argent, et quand ils le font, c'est pour donner du sens. Donc c'est vraiment en 2 étapes. Alors justement, le côté le faire soi-même, je trouve ça très intéressant parce que je pense qu'une des premières idées reçues, tu vois, moi qui suis pas quelqu'un qui investit hors start-up parce que c'est quelque chose que je connais un peu, ou dans des marques, typiquement investir dans de la bourse, je vais être honnête, je ne l'ai jamais fait. Parce que je me dirais, j'ai besoin d'être accompagnée, je n'y connais rien, ça va
enfin, tu vois, je vais devoir y passer un temps fou, en fait, et boursicoter toute la journée, si jamais, le mot boursicoter, d'ailleurs, est assez horrible. Et donc, je voulais avoir ton point de vue sur ces idées reçues que globalement, investir en bourse, c'est un métier, que en tant qu'individu, on ne peut pas le faire, et du coup, que potentiellement, en plus, c'est dangereux. Ce qui est incroyable. Bon, ce que tu viens de dire correspond à ce que pense la majorité des gens qui pourraient et devraient d'ailleurs investir par eux-mêmes en bourse. Donc Oui, bah, je suis assez basiquement c'est net, c'est au très cœur de net. cible. C'est vraiment très net. Euh, le, le- et par ailleurs, tu investis dans des startups. Ce qui est l'extrême pourtant du spectre. C'est-à-dire, c'est le type d'investissement le plus difficile à réaliser, le plus risqué à réaliser, c'est le private equity dans des startups. Mm. Et la bourse te fait peur. Alors que la bourse est un niveau beaucoup moins risqué. Donc c'est très intéressant. Ça questionne beaucoup notre modèle d'éducation, notre modèle collectif Puis il n'y a pas aussi. d'éducation financière, Voilà. quoi. Bien sûr, c'est un énorme problème en France, hein. Moi, j'en C'est suis convaincue. incroyable. C'est incroyable. Et moi, j'en suis à ma Xème tribune au ministre de l'Éducation nationale pour mettre en place des cours d'éducation financière au collège et au lycée. L'argent, c'est le deuxième sujet le plus difficile à gérer pour les Français après l'amour. Un sujet tellement. Les deux sujets. Alors, l'amour, c'est pas tabou, mais C'est encore le que. plus difficile, le plus sensible, Mm. le sujet qui les préoccupe. Le deuxième, c'est l'argent. Mm. C'est très français. Pour être plus précis, c'est très latin. Les anglo-saxons ont une habitude plus forte de l'investissement individuel, là où les latins ont l'habitude de l'investissement collectif, euh, par le biais de la protection sociale. Sauf que, je vais juste donner un tout petit peu de contexte Ah, vas-y. macroéconomique aux auditeurs pour comprendre pourquoi moi je me sens investi de cette mission depuis une dizaine d'années en France, pourquoi j'ai rejoint Trade Republic, voilà. Quel est le contexte? Le contexte, c'est qu'on est dans une société qui vieillit. C'est une bonne nouvelle. On vieillit en bonne santé, mais ça veut dire besoin de beaucoup plus d'argent à la retraite. Avant, on vivait 3 ans à la retraite, dans les années 60. C'était que 3 ans. Ouais. Ah, ouais. Demain, on vivra 30 ans à la retraite. À l'heure actuelle, c'est 23 ans en moyenne. Avant, il y avait 3 personnes qui bossaient pour payer la retraite d'une personne. Aujourd'hui, c'est 1 personne, 5. On voit bien que ça marche pas. Vous avez sans doute entendu parler d'une pyramide de Ponzi, de ce qu'a fait Madoff, où les nouveaux entrants dans un système financier payent pour ceux qui y sont déjà. La retraite en France, c'est ça. Tout à fait. Et ça ne peut plus marcher. Mm. Donc il y a un mur face à nous. Le mur, il est entre 2040 et 2045. Et pourquoi c'est un mur sociétal? Parce que en France, les grands-parents ont un rôle financier majeur depuis 50 ans pour aider leurs enfants et leurs petits-enfants. Si demain, les grands-parents de demain que nous sommes, je l'espère, perdent entre 40 et 50% de pouvoir d'achat au moment de leur retraite parce que le système de retraite collectif ne peut plus fonctionner, c'est une catastrophe sociétale, c'est un appauvrissement généralisé de la population. Donc le point de départ, c'est celui-là. C'est-à-dire, on est dans un contexte où l'Europe de l'Ouest, l'État-providence fait face à un mur structurel. On vieillit, les taux sont bas, il y a de l'inflation, et on continue de placer notre argent. Et puis le pays est de plus en plus endetté, enfin, n'en parlons même pas, quoi. Ouais. Ça va sans dire. Donc on a une difficulté structurelle qu'on n'affronte pas collectivement. C'est-à-dire, personne n'en parle. Pourtant, c'est une donnée macroéconomique majeure. Et qui est complètement, en plus, enfin, je veux dire, non subjective, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment... c'est des rapports économiques, hein. Ouais. C'est pas du tout fun. Je vous recommande vivement la lecture des rapports du COR, le Conseil d'orientation pour les retraites. Oui. C'est un cauchemar. C'est pour ça que personne n'y comprend rien. Sans doute, elle s'écrit par des énarques très brillants, des économistes très brillants. Ouais. Mais là, personne n'y comprend rien. Il n'y a pas de démocratisation de ce phénomène. Les politiques n'en parlent pas non plus. Donc, on a cette difficulté-là collective. Mais le bon sens des gens, le pif des gens, font qu'ils le savent, ça. Les gens le ressentent. Et donc, de ils veulent plus en épargner plus. plus.
Et donc, ils veulent faire quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Il y a des a priori, comme tu le disais très justement, sur l'investissement. Les gens épargnent en France, il n'y a pas de problème. Il y a 85% des gens à peu près qui épargnent 2 fois par an, au moins. Une immense majorité des gens mettent un peu d'argent de côté, une épargne de précaution sur leur livret A, sur une assurance vie, etc. Mais ils n'investissent pas. L'argent des Français dort et se déprécie. Puisqu'avec les taux bas, le livret A qui rapporte 0,5%, quand il y a plus d'1% d'inflation, quand on laisse de l'argent sur son livret A, on perd de l'argent. Quand on laisse de l'argent sur son assurance vie, sur son fonds en euros, on perd de l'argent. À long terme, c'est un gros problème. Personne ne le sait. Donc, la bourse, 2 a priori que tu as assez bien exprimés. Le premier, c'est la bourse, c'est fait pour acheter au plus bas et vendre au plus haut. Ça s'appelle pas investir. Ça s'appelle spéculer. C'est pas interdit, c'est vachement dur. Il y en a qui ont essayé. C'est qui tout double, quoi. Enfin, je veux dire. C'est extrêmement difficile. Ça, pour le coup, faire du trading, essayer de spéculer, essayer de gagner de l'argent rapidement en bourse, en achetant au plus bas pour vendre au plus haut, c'est possible, mais c'est très difficile. Ça nécessite du temps, ça nécessite un investissement pédagogique très fort pour maîtriser cette matière-là. Il y a à peu près 100 000 personnes en France aujourd'hui qui le font activement. Certains y arrivent, mais quand le grand public s'y essaye, il n'y arrive pas pour 85% d'entre eux. 85% des gens qui ne se forment pas au trading et qui essayent d'en faire perdent leur argent la première année. Ça, c'est quand même important de le rappeler. Donc, messieurs, dames, faites attention à vos sous, ne faites pas n'importe quoi. La difficulté qu'on a, c'est que ça, c'est la spéculation. C'est pas l'investissement. Tout mon engagement consiste à différencier les deux. Parce que l'investissement, c'est quelque chose de positif. La spéculation, c'est quelque chose de réservé à un petit groupe de gens qui s'y intéressent, qui se passionnent pour ça et qui essayent vraiment d'en faire au quotidien. À nouveau, c'est pas interdit, bien sûr. Mais c'est très difficile. Alors, qu'est-ce que l'investissement ? L'investissement, c'est contribuer et participer à la croissance économique. C'est ça l'investissement. Donc donner du sens aussi à là où on va investir, justement. C'est investir dans ses convictions, c'est investir dans des projets, c'est investir parfois dans des équipes, dans des hommes et des femmes qui développent des secteurs d'activité ou des entreprises. La croissance économique, la bonne nouvelle, c'est qu'en moyenne, depuis 120 ans, en bourse, ça fait 5% par an. Ces 30 dernières années en France, en moyenne, c'est 7% par an. Ces 10 dernières années dans le monde, c'est 12% par an, la bourse. Donc, on a là un actif qui est réel, l'économie réelle des entreprises, des secteurs d'activité, la transition écologique, le secteur de l'eau, le secteur de la technologie, le secteur des jeux vidéo, le secteur du luxe. On a plein de secteurs d'activité qui, dans le monde, se développent et qui ne sont pas accessibles aux gens. C'est le gros sujet, c'est l'accessibilité. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, c'est pas pour moi. 80% des Français pensent que la bourse, ça n'est pas pour eux. Mais 82% des Français pensent que la bourse devrait être accessible à tous et pas uniquement réservée à une élite. Là aussi, on est sur un problème très structurel. Premier problème structurel, les conditions macroéconomiques, on en a parlé. Deuxième problème structurel, nous contribuons tous, tous les auditeurs de ton podcast, nous tous ici, nous contribuons à la croissance économique par notre travail. Tous. Mais une petite partie, à peu près 12% de la population, en tire les fruits par le biais de dividendes. C'est un problème. Il faut qu'on arrive à mieux répartir les fruits de la croissance économique. C'est indispensable. Pour ça, il faut rendre l'investissement accessible. Pour le rendre accessible, il faut casser les a priori, il faut changer 2-3 choses que l'État devrait prendre en charge, pourrait prendre en charge par le biais de cours d'éducation financière, ce qu'il ne fait pas. 2 choses à changer. La bourse, c'est fait pour investir un petit peu tous les mois à long terme. Personne ne le dit. Beaucoup de gens le font dans le monde anglo-saxon. Les plus grands investisseurs de la planète le font. Warren Buffett, par exemple. C'est totalement démocratisé en Allemagne. En France, c'est complètement inconnu. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une possibilité d'amélioration, il y a une possibilité de développement, mais ça va nécessiter beaucoup de pédagogie.
Deuxième élément, je ne sais pas sur quoi investir. Je ne sais pas quelle action acheter. Si tu ne sais pas quelle action acheter, achète-les toutes. Via des ETF. Via des paniers d'actions, des groupes d'actions qu'on peut acheter en une seule fois, soit par pays, soit par secteur d'activité. Voilà, il en existe des milliers. C'est effectivement ce qu'on appelle l'acronyme, c'est ce qu'on appelle des ETF. Ce sont des fonds qui sont fabriqués par les banques pour englober en une seule fois des dizaines, voire des milliers d'actions, ce qui permet de diversifier. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier et on ne les met pas tous au même moment. Une fois qu'on a compris ça, on peut investir. C'est-à-dire que les gens pensent qu'investir c'est compliqué, alors que pour investir, il y a 3 choses à savoir. On investit à long terme, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier et on en met un petit peu tous les mois. Si simplement on diffuse ce message, on ajoute entre 2 et 5% de rendement annuel à l'épargne des Français. Tu vois, c'est hyper marrant ce que tu dis parce que ça me rappelle des conversations que j'ai pu avoir avec certains amis justement qui investissent énormément et qui passent, enfin, justement qui n'investissent pas, qui spéculent énormément et qui passent leur temps, d'ailleurs je te remercie pour la distinction, qui passent leur temps du coup à faire des moves si tu veux, à changer, à faire des coups, etc. Et en fait je leur disais mais finalement est-ce qu'il vaut mieux pas juste mettre quelque chose et ne plus y toucher? Et en fait, attendre simplement qu'au bout d'un moment, ça va forcément remonter, quoi, si tu attends sur 25-30 ans. Alors, il faut être patient, certainement, mais ça finit quand même certainement par monter, puisque la croissance du monde, aujourd'hui, on est quand même encore dans un monde qui n'est pas en décroissance, quoi, qui est en croissance. Donc, assez naturellement, en fait, on peut penser que si on est très, 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 très patient, ça peut continuer à monter, même un petit peu. Donc, si je comprends bien de ce que tu dis, il faut plutôt être un peu flemmard quand on investit, c'est-à-dire faire ses choix, mais plus trop bouger, plus trop toucher. On peut remettre un petit peu tous les mois, comme tu le dis, mais en revanche, l'idée, c'est justement pas de changer en permanence et pas d'essayer d'optimiser. Et ce que je trouve hyper, hyper intéressant, c'est qu'on est dans une société où on essaye en permanence d'optimiser tout, notre vie en permanence, tu vois, et donc de changer, de se dire « Ah, mais là, ça va être un peu mieux ». Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, ce qui marche, si je comprends bien, c'est justement de ne pas essayer d'optimiser, c'est de faire les choses bien. Exactement. Investir, ça prend entre 5 et 10 minutes par mois. C'est génial, ça. À condition de bien le faire. Ouais. Donc oui, tout à fait. L'investissement, c'est un exercice de patience, c'est un exercice de conviction, et c'est un exercice bien moins intellectuel et technique qu'on peut le penser. C'est un exercice qui est un exercice avant tout émotionnel et psychologique quelque part. C'est-à-dire de se dire, j'ai des convictions. En fait, les Français ont tous des idées d'investissement, mais ils ne savent pas que ce sont des idées d'investissement. Est-ce que tu penses que le secteur du luxe va se développer dans les 20 prochaines années dans le monde? Tout à fait. Est-ce que vous pensez que les énergies renouvelables, c'est un secteur qui va se développer dans les années qui viennent? Ça, c'est une conviction d'investissement, puisqu'il existe aujourd'hui des ETF, donc des paniers d'actions qui rassemblent automatiquement des actions du monde entier qui travaillent dans ce secteur. Moi, par exemple, j'investis dans le secteur de l'eau. Okay. À titre personnel, il me Pour semble passer que... Kirghiz. Exactement. C'est en travaillant sur ces questions-là dans le cadre de mon mémoire. Voilà, donc, on sait que l'eau, c'est un bien qui va devenir plus rare. Donc les entreprises qui travaillent dans le secteur de l'eau devraient se valoriser dans les 20 ans qui viennent. Des convictions comme ça, on en a plein. Ah ouais. Et on en a tous. Donc il faut savoir s'écouter et pas avoir peur en fait de ses convictions. Exactement. Et ensuite, il faut les mettre en œuvre correctement. Pour les mettre en œuvre correctement, c'est 3 règles. Long terme, diversifié, donc on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, et progressif, on met un petit peu tous les mois parce que on ne sait jamais ce que la bourse va faire. Donc, parmi vos amis, il y en a plein qui se disent en ce moment, pourquoi j'ai pas investi en bourse l'an dernier? Parce que la bourse est montée depuis 1 an. Et tout le monde pensait qu'elle allait baisser. Pourtant, elle est montée. Donc, ceux qui investissent tous les mois, un petit peu, sans regarder, c'est ça, en fait. Il faut un peu se bander les yeux. Hein. Ah ouais, complètement. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a automatisé le processus. Avec Trade Review, on va en parler, mais c'est pour ça qu'on a automatisé le processus, parce que ça permet d'enlever la tentation psychologique de dire, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose.
Donc, si on automatise, on améliore sa performance. Ça, c'est des économistes qui l'ont démontré. En investissant un petit peu tous les mois, on participe à la croissance à long terme. On arrête de rater des opportunités. Ça n'est jamais le bon moment pour tout mettre en bourse. C'est toujours le bon moment pour commencer à mettre un petit peu tous les mois en bourse, puisque, sans faire des grandes mathématiques, quand ça baisse, tu continues d'investir, donc tu achètes moins cher. Et si ça monte, tu continues d'investir, donc tu bénéficies de la hausse. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que je pense que beaucoup de gens sont freinés. Je me mets à la place, tu vois, du consommateur lambda, puisque je le suis, se disent « Ah bah c'est pas le bon moment, donc je vais attendre ». Mais en fait, ils savent jamais quel est le bon moment, donc du coup, ils font jamais rien. Et en fait, tu dis « Il n'y a pas de bon moment, en fait. Même si c'est au plus haut, en fait, ça montera quand même à un moment donné, si je résume. » La seule question qu'on doit se poser avant d'investir un petit peu tous les mois en bourse, à condition de diversifier, mais la seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je pense que dans les 20 ans qui viennent, il y aura dans le monde de la croissance économique ? À ça, quasiment tout le monde, à peu près 90% de la population répond oui. Donc, c'est toujours le bon moment pour commencer à investir. Ceux qui ont investi dans le CAC 40, donc des entreprises françaises, depuis 1990, ont fait 7% par an en moyenne. Il y a eu des années où c'était moins 15. Il y a eu des années où c'était plus 20. Mais en moyenne, ils ont fait 7% par an. Exactement. Donc l'investissement, c'est plus simple que ce qu'on pouvait penser. C'est beaucoup plus utile et positif que l'épargne. Quand on laisse de l'argent dormir sur son compte courant, à part enrichir sa banque qui prend des frais, l'argent ne sert à rien. Quand on investit dans des entreprises par le biais de la bourse, on renforce une entreprise, son projet, sa capacité à se développer. Il y a un slogan du Parti communiste des années 70 qui était « Nos achats sont nos emplois ». Si on l'adapte à aujourd'hui, c'est « Nos investissements sont nos emplois ». C'est-à-dire que si on a vu la pandémie, au-delà du fait qu'on a eu plus de temps pour nous-mêmes, on a eu plus de temps pour s'occuper du coup de notre épargne, la pandémie a aussi révélé la fragilité du capital des entreprises européennes. On s'est aperçu c'est un mot, on en pense qu'on veut, qui est celui de la souveraineté économique, de la capacité de nos entreprises à être fortes, à se développer, à innover. Et on s'est aperçu que les entreprises françaises, en particulier les PME, manquaient de plusieurs dizaines de milliards d'euros de fonds propres. Si les petits ruisseaux font les grandes rivières en bourse, si les particuliers se mettent à investir, ce sont des entreprises plus fortes. Je prends un autre exemple, c'est Amazon. On est tous plus ou moins clients Amazon. Mais on est très peu nombreux à être actionnaires d'Amazon et donc à bénéficier des fruits du J'aurais bien développement aimé d'Amazon. investir chez Amazon dans les années, enfin au moment de la création, parce que je pense que j'aurais de quoi m'offrir beaucoup de bijoux. Amazon, aujourd'hui, c'est une action qui vaut hyper cher. C'est une action individuelle. Si tu vas acheter une action Amazon, il faut sortir plusieurs milliers d'euros. Ouais. Donc, c'est pas accessible. Donc, le plus grand nombre, c'est-à-dire l'immense majorité des clients d'Amazon aujourd'hui, ne peuvent pas devenir actionnaires d'Amazon. Et c'est l'un des éléments clés de la démocratisation, c'est la possibilité d'investir des petites sommes régulièrement dans des actions comme Amazon. LVMH, par exemple, aujourd'hui, ça vaut 800 euros à peu près l'action individuelle, donc c'est pas accessible. Si on crée, ce qu'a fait Trade Republic, un système qui permet d'investir à partir de 10 euros tous les mois dans des actions comme ça, on rend accessible l'investissement. C'est tout, moi, ma mission dans les années qui viennent, et depuis 10 ans déjà, c'est de rendre accessibles les fruits de la croissance économique. C'est ce qu'on est en train de faire avec Trade Republic. Si on peut investir dans Amazon, on récolte les fruits d'Amazon. Si on peut investir dans Tesla, on récolte les fruits de Tesla. Et on n'est pas obligé de mettre des centaines de milliers d'euros dedans. Et on n'est pas obligé de mettre beaucoup d'argent. N'importe qui peut le faire. Je prends souvent un exemple en ce moment, moi, qui m'a beaucoup marqué cet été, c'est Cristiano Ronaldo, le footballeur, qui pendant une conférence de presse a enlevé une bouteille de coca pour mettre une bouteille d'eau.
Eh bien, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'enlever du regard des jeunes sur les réseaux sociaux, en particulier, les paris sportifs et les sites de trading hyper spéculatifs, souvent basés à Chypre, à Malte, qui proposent d'investir avec du levier, de prendre Ouais, des ouais, risques, ouais, de devenir riche en 6 mois, etc., tout à etc. On fait. essaye d'enlever ça pour mettre devant le regard des jeunes l'investissement à long terme. C'est moins sexy, c'est moins facile, mais c'est beaucoup plus utile, beaucoup plus efficace. Sur le sens qu'on donne à son épargne aussi, on peut observer que le deuxième ETF, donc le deuxième panier d'actions le plus acheté par les clients de Trade Republic, c'est un ETF sur les énergies renouvelables. Donc c'est concrètement, ces 2 dernières années, des dizaines, voire des centaines de millions d'euros qui ont été investis dans des entreprises d'énergie renouvelable par une immense majorité de moins de 30 ans, avec des petites sommes, qui font des Les grandes grandes rivières. rivières. Ouais. Je voulais parler justement de ton parcours aussi chez Trade Republic parce que donc on a parlé un petit peu de ta vie d'avant, de ce déclic et puis maintenant de cette mission que tu as. Si je me trompe pas, ça fait 9 mois que tu es DG France, c'est ça, de Trade Republic. Je voulais savoir en fait, c'est quand même assez fou, la boîte venait de lever énormément d'argent, plusieurs dizaines de millions d'euros. Finalement, quand on arrive à la tête d'une boîte comme ça ressemble à quoi les premiers mois? J'aimerais bien que tu me prennes un peu par la main et que tu me dises, OK, tu rencontres les fondateurs, ils t'ont serré la main, et puis maintenant, c'est quand même, voilà, il y a un peu de travail et puis un peu une montagne en face. Concrètement, qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi les premiers mois. Bon, déjà, j'étais tout seul en France, dans mon salon, au début. Et je suis entré dans une nouvelle méthode de travail, une nouvelle manière d'envisager le travail. Effectivement, 2 mois après mon arrivée, donc moi j'ai commencé début mars, 2 mois après, on levait en série C 900 millions de dollars, donc une des plus grosses levées européennes. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à euh, une montagne russe euh, extrêmement rapide, Je peux imaginer. extrêmement excitante, et où tu apprends une nouvelle méthode. Moi, un des trucs qu'on m'a appris chez Trade Republic que j'avais pas du tout, venant de grandes banques françaises, puis un grand courtier européen dont je C'est ça, parce dirigeais que tu as quand même fait le switch de grandes entreprises, Ouais, on va dire ouais. traditionnelles, à une start-up très, très, très active et rapide. Le truc qu'on m'a appris, qui m'a le plus marqué au bout de 2, 3 semaines tout de suite, c'est Mathias, il faut que tu apprennes à échouer plus vite. Hmm. Ça surprend. Quand on est français, quand on a l'habitude de travailler, l'échec n'est pas quelque chose qui est valorisé. Surtout rapidement. Mais ça veut dire quoi échouer plus vite? Ça veut dire que quand on veut démocratiser quelque chose qui n'a jamais été démocratisé en France, on n'y arrivera pas du premier coup. Donc ça veut dire qu'il faut analyser le problème, formuler une hypothèse, la tester, échouer, la retester, rééchouer, la retester, réussir. Cette mécanique-là de je comprends le problème, je formule une hypothèse, je teste très vite, très fort, j'échoue, puis je réussis, c'est une mécanique qui n'est pas du tout française. Et c'est la manière avec laquelle on développe aussi vite une entreprise. C'est-à-dire, Trade Republic, il faut imaginer, ça a commencé son activité commerciale en Allemagne début 2019. 2 ans plus tard, 1 million de clients en Allemagne, dont la moitié ont moins de 30 ans, dont la moitié n'avaient jamais acheté une action de leur vie. 900 millions de dollars de levée de fonds en série C au bout de 2 ans et demi d'activité commerciale. Donc c'est une des croissances les plus fortes d'Europe, tout secteur confondu, ces 2 dernières années. Et c'est que sur un pays. Donc il y a cette méthodologie-là qui est répandue dans les scale-up, mais qui m'a fallu intégrer. J'ai dû m'acculturer complètement de ce que je savais d'avant, de ce que je croyais être une bonne méthode de travail, de ce que je croyais être une priorité, de ce que je croyais être important. Et puis, il y a un autre aspect dans une scale-up comme ça, c'est qu'on ne peut pas tout faire.
C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'on ne fera pas tout, qu'on n'arrivera pas à tout faire, et donc on priorise. Dans les grosses boîtes, on priorise au trimestre. Je dis, j'ai mon plan d'action au trimestre. Dans une scale-up comme Trade Republic, on priorise tous les matins. Là où on mène un projet en semaine, aujourd'hui, je mène des projets en jours. C'est dingue. Quand on hésite pendant 3 comités, 4 processus de validation et 6 boss différents qui se tirent la bourre entre eux, dans une boîte traditionnelle pour valider quelque chose, là, j'envoie un message sur Slack au CEO ou à mon boss, le directeur de l'internationalisation. C'est validé, on y va, on teste. Donc il y a un sentiment de responsabilité, de liberté, d'authenticité aussi des échanges qui a juste rien à voir. Moi, depuis 8 mois, je suis au paradis du business. Hein. C'est vraiment une révélation personnelle sur les méthodes de travail, quoi. Et tant que les grosses boîtes n'auront pas compris ça, elles auront du mal à innover. On dit souvent que les banques sont too big to fail, c'est-à-dire trop grosses pour faire faillite. La vérité, c'est qu'elles sont too big to move. Elles n'arrivent plus à bouger. Elles sont comme tétanisées face au changement, face au rythme de l'évolution des attentes des gens. Et heureusement que les startups sont là pour y répondre. Est-ce que il vous arrive quand même de temps en temps de mettre plus de temps à prendre des décisions? Parce que je vois très très bien ce que tu veux dire. On le vit aussi un peu chez Gemio, tu vois, de se dire, en fait, finalement, la plus-value, elle est presque plus dans le fait de prendre la décision que dans le fond de la décision, au sens où finalement, une fois que tu as pris la décision et que tu l'exécutes, tu verras bien si ça marche ou pas. On est un peu agnostique sur est-ce que c'est bien ou pas. Et finalement, le fait de se prendre la tête pendant 6 mois sur, tu vois, le petit détail, tu l'apprendras plus quand tu le fais sur le terrain. Donc ça, je vois complètement et je suis d'accord. Malgré tout, en tout cas, moi, à titre personnel, il y a quand même certains projets sur lesquels on met plus de temps à réfléchir, peut-être à tort d'ailleurs. Est-ce que ça vous arrive, là, bon, alors tu vas me dire, ça fait entre guillemets seulement 9 mois que tu y es, mais est-ce que ça vous arrive quand même d'avoir besoin de prendre plus de temps, peut-être plus sur des questions RH? Je ne sais pas si l'équipe aujourd'hui en France, tu as commencé à la développer. Je peux imaginer que ça prend peut-être un petit peu plus de temps, ou là aussi, tu es quand même pas mal dans une optique de non, en fait, il faut laisser leur chance aux gens, on teste, si ça marche pas, mais c'est comme ça. Il y a 3 éléments de réponse. Le premier, c'est oui, les sujets humains sont toujours les sujets qui prennent le plus de temps. Trouver les bonnes personnes, savoir ce que seraient les bonnes personnes aussi pour le projet, comprendre le projet. Ça prend plus de temps, c'est indiscutable. Aujourd'hui, on est 8 à Paris, on est passé de 300 à 550 à peu près à Berlin. On a une quinzaine de Français aussi à Berlin qui travaillent sur la France. Donc, ça se développe plus lentement que le développement commercial. Ça, c'est très, très net. Donc, les sujets humains sont toujours un peu plus longs parce que c'est peut-être le plus important, in fine. Ensuite, sur les décisions plus longues à prendre d'un point de vue business, il me semble que quand une décision n'est pas évidente, j'ai le sentiment que dans des boîtes comme ça, du coup, le fait qu'elle soit pas évidente à prendre fait que on la repousse. C'est-à-dire, on se dit, attends, si c'est pas net, si c'est pas clair, si ça veut dire qu'il me manque quelque chose, donc j'y reviendrai après. Il me manque une data, il me manque une information. J'ai du mal à analyser le problème. Donc, on surfe sur ce qu'il est possible de faire tout de suite et on repousse certaines décisions quand elles ne sont pas évidentes. Ça, c'est très clair. Et ensuite, complètement aligné avec toi sur le fait que quand on essaye de faire quelque chose, on a beaucoup plus d'apprentissage. On apprend. On en tire des learnings qui sont utiles à toutes les autres décisions ensuite. Donc, le plus on teste, le plus on sait, le plus on améliore le processus de décision. Le fameux feedback loop dont on a tous beaucoup à bénéficier. Je voulais te demander, avant de passer à mon fameux crible, quel a été l'un des plus gros challenges que tu as dû relever depuis que tu es là en 9 mois? Parce que tu as dû vivre quand même un paquet de trucs quand même.
Le plus gros challenge à ce stade, ça a été de m'acculturer. C'est-à-dire, ça a été à 36 ans, me dire, en fait, tu redémarres de zéro, d'un point de vue méthodologique, d'un Mm. point de vue de réflexe, d'un point de vue de comment tu perçois ton propre rôle. C'est ça le plus gros challenge. C'est changer en moi-même mes réflexes du quotidien. J'ai la chance d'être accompagné par une équipe euh, de dirigeants chez Trade Republic qui est expérimentée dans le domaine des scale-up. Voilà, on a des gens qui nous ont rejoints de Los Angeles, de Londres, de boîtes comme Uber, Airbnb, Google, Netflix. Donc il y a une équipe à Berlin, une équipe de direction qui est euh, très expérimentée en la matière et très bienveillante. Il y a une culture de la bienveillance chez Trade Republic qui est assez étonnante dans une scale-up. Ouais, j'avoue. Ouais, vraiment. C'est l'une des raisons aussi, moi, c'est pas l'objet de ce podcast, mais l'entreprise bienveillante, moi, c'est le management bienveillant, c'est un concept que je développe à titre perso depuis 2015, donc c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est l'une des raisons aussi de mon fit avec Trade Republic, c'est ça. C'est-à-dire que tu as à la fois de l'ambition, la volonté de faire quelque chose d'utile pour les Européens, avec notre offre, avec ce qu'on propose, avec la démocratisation de l'accès aux fruits de la croissance économique, et en même temps, un respect de l'humain qui est assez rare dans ce Mm. type de boîte. Donc, c'est le challenge que j'ai eu à relever était rendu facilité par cette équipe de direction. Mais du coup, tu dirais que tu as changé en 9 mois? Ah ouais, énormément. Énormément. J'ai beaucoup moins d'ego professionnel. Euh, j'ai maintenant désormais ce réflexe on formule une hypothèse, on teste, on échoue, puis on réussit. J'ai, c'est une libération très, très forte. Enfin, pour moi, mes amis, ceux qui me côtoient au quotidien, ouais, c'est un changement très puissant. Je trouve ça assez cool, tu vois, de se dire que à 36 ans, 35 ans, en fait, on peut vraiment fortement changer. Parce que souvent, les gens se disent, ouais, enfin, tu vois, il faut une rupture, il faut quelque chose pour qu'on change, je veux dire, à titre personnel et pas même uniquement professionnel. Mais là, je sens qu'en fait, c'est presque psychologique, en fait. Si tu veux, comme tu dis, tu parles d'ego, etc. Et que finalement, t'as grandi, quoi, d'après ce que je comprends. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de dire de jugement, tu vois, c'est pas une question de. Mais je trouve ça assez fort de se dire que ben, on peut dans la vie, via une nouvelle expérience, quand même assez radicalement changer ou en tout cas avoir le sentiment de progresser fortement. Donc bravo pour ça. Et puis c'est plutôt inspirant, je pense, pour notre audience. C'est, c'est, euh, c'est bien plus possible que ce que l'on croit. Mm. Mais ça nécessite une conjonction de les bonnes personnes, la bonne équipe, les Puis il bons faut le vouloir managers. aussi quand même. Enfin, je veux dire, Il faut le vouloir. j'imagine que c'est pas toujours facile de changer. Donc il faut. En fait, tu t'aperçois très vite Mm. dans ce type d'environnement que si tu ne le fais pas, de toute façon, ça marchera pas. Mm. Donc autant essayer. Ah ouais. Écoute Mathias, j'aime bien terminer le podcast par ce que j'appelle mon crible. C'est des questions un peu perso. Et la première, c'est pas forcément dans le cadre de Trade Republic d'ailleurs, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie un moment, un grand échec, une erreur fondamentale qui t'a énormément appris sur toi-même? J'aimerais bien que tu m'en parles et que tu m'expliques justement qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement. C'est, je pense que les grands échecs que j'ai pu connaître, que ce soit sur le plan personnel ou dans le boulot, des aventures professionnelles qui marchent pas du tout, euh, ou du temps perdu. Je trouve que c'est une notion moi, qui me tient beaucoup à cœur, la notion de temps perdu. Euh, Souvent, c'est parce qu'en fait, tout part de la capacité à regarder le réel tel qu'il est. C'est-à-dire que les échecs viennent, moi, mes grands échecs sont venus parce que je ne regardais pas la réalité en face. Mm. Je me voilais la face. Je ne regardais pas les personnes ou les situations comme elles étaient en vrai. Et cette prise de distance-là par rapport au réel
le fait d'arrêter de projeter mes propres désirs sur la réalité, c'est à la fois terrifiant et c'est une vraie libération aussi, puisque du coup, on a face à soi quelque chose qui est le réel, qui est tel qu'il est, et qui est le matériau de base sur lequel on peut construire. Mais c'est toujours c'est parti de là, moi. Ouais, parfois on essaie de se convaincre de quelque chose alors qu'en fait, malheureusement, la réalité est tout autre. Exactement. Tu parlais de temps perdu, tu disais que ça te tient à cœur. Je suis obligée quand même de te poser la question, qu'est-ce que tu veux dire par là? Euh, Peut-être pour des raisons personnelles, euh, mon- j'ai été tout petit du fait du travail de mon père euh, en lien avec la mort. Mon père travaille dans le secteur médical, dans la médecine légale, voilà, c'est un peu les experts, voilà, ce genre de choses. Donc tout petit, j'étais en contact avec ça, et donc la, la finitude de l'homme est un truc qui m'habite beaucoup, et donc j'essaye de faire en sorte d'avoir le plus d'impact possible là où je suis, quand j'y suis. Euh, on peut se faire pardonner plein d'erreurs. Le seul truc qu'on peut pas rattraper, c'est le temps. Donc C'est sûr. soyons utiles aux autres le temps que nous avons. Si tu avais quelque chose à refaire dans ta vie perso, ta carrière, qu'est-ce que tu referais différemment? Le sport. Ah, Ah ouais. t'en faisais pas un? J'ai arrêté pendant 10 ans. J'aurais jamais dû. C'est indiscutable. J'adore cette réponse. Ah ouais, ouais, c'est vraiment, Et donc là, c'est tu t'y es remis. énormément, ouais, depuis un an. Moi, je faisais beaucoup de sport étant plus jeune, et j'ai arrêté pendant 10 ans, croyant que j'avais trop de travail, que Hmm. j'avais des gamins, que je dormais pas, que il fallait faire autre chose, que c'était du temps perdu, le sport. C'est indispensable. Quand on voit que Facebook veut nous faire entrer dans un univers uniquement virtuel avec le métaverse, ça c'est euh, le sport, l'activité physique, c'est tellement indispensable à l'être humain. Pour plein de raisons, pour des raisons biochimiques, mais c'est le truc que j'aurais fait différemment ces 10 dernières années, c'est ça. Et donc maintenant, tu fais du sport Beaucoup, j'ai repris. régulièrement. Ouais, j'ai Tu, tu, découvert la tu- boxe il y a un an maintenant. Et moi j'ai fait beaucoup de rugby avant. Je suis passionné de rugby, de moto. J'ai fait à peu près tous les sports collectifs. Je fais du snowboard, plein de choses comme ça. Tout ce qui glisse aussi, du Hmm. surf. Et là, la boxe, c'est une révélation. Ouais, il paraît que c'est pas mal pour se défouler, mais que c'est Ouais, très très cardio. très cardio, très technique, beaucoup de coordination. Et en fait, moi j'ai d'autres activités en parallèle du travail, dans des think tanks. Voilà, j'ai eu un petit problème d'hyperactivité. Je vois ça. Euh, le seul moment où je pense à rien d'autre, c'est quand je suis sur une moto, parce que là, il vaut Vaut mieux être mieux éviter, concentré, ouais. et quand je boxe. Ouais, c'est un Tu peu de peux la pas. méditation, quoi, d'une Ouais, certaine ouais, manière. exactement. La boxe, c'est un engagement du corps, de l'esprit, c'est de la coordination, puis il faut euh, encaisser aussi. Mais j'aime bien le fait que tu dises que finalement, pendant 10 ans, tu l'as pas fait parce que tu pensais un peu être un pur esprit, quoi, d'une certaine manière, enfin, une force brute de travail. Mais souvent, vers l'âge de 35-36 Ouais. ans, la réalité nous rattrape et on se rend compte que finalement, bah, si on veut que ça soit un marathon et que ça dure bien longtemps, la vie professionnelle, il faut un peu s'entretenir. C'est devenu aussi un plaisir pour toi maintenant. Ah, c'est quasiment une drogue. Mm. C'est-à-dire, ça, ça participe de mon équilibre de manière essentielle. Et niveau alimentaire, tu fais gaffe justement à aussi essayer d'avoir un corps sain pour, j'ai pas envie de dire optimiser ta vie professionnelle, mais tu vois, mine de rien, ça compte pour être juste plus éveillé, plus performant. Alors, Et bien dans ses baskets aussi. ma mère est médecin nutritionniste, Ah, donc évidemment, je passe ma vie à faire le yo-yo en termes de poids. C'est ah toujours bon, pareil, c'est les fils de cordonniers qui sont les plus mal chaussés, les d'accord. cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Donc oui, mais c'est hyper important. Ouais. Euh, de manière générale, euh, avec la maturité, la notion d'équilibre. Je pense je sais pas hein, si les auditeurs qui sont nés en
1985 comme moi arrivent à un stade de leur vie où ils sont intéressés par cette notion-là. Mais ouais, il y a la notion de sens qui devient très importante et la notion d'équilibre aussi, je pense, qui est Clairement. indispensable. Est-ce que il y a quelque chose que tu crois, une croyance donc, qui est en fait controversée? Alors c'est une question, qui peut paraître très polémique, très politique. C'est un peu le cas, mais globalement, j'aime assez poser la question, tu vois, de quelqu'un qui ne partage pas une idée reçue, générale. Ça peut être sur, tout type de thématique. Si tu n'as pas d'idée, tu n'es pas obligé de répondre. Alors moi, je suis absolument convaincu, mais ça n'a pas été démontré par la science encore, hein, que le cerveau humain est capable de connexions qui sont aussi radicalement différentes de la manière qu'on a de penser aujourd'hui que l'ordinateur quantique est à l'ordinateur traditionnel. Je suis absolument convaincu que notre intuition, c'est en fait une forme de raisonnement et d'association d'idées qu'on ne maîtrise pas encore bien. Je suis profondément convaincu que le cerveau humain est capable de faire des choses et de construire des raisonnements qu'on n'a pas du tout encore compris ou identifié ou mappé. Donc je suis très curieux du futur, de ce que recèle le futur dans l'utilisation de nos propres capacités. Je vois déjà le titre de ce podcast, Le trader ésotérique. Non, je blague. Mais non, c'est hyper intéressant. C'est le passé hippocagneux. Mais j'aime bien cette idée. C'est marrant, j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps. On parlait de Carl Jung, rien à voir, qui apparemment a donné un nom à l'un de ces phénomènes qu'il appelle les synchronicités, où en gros, par exemple, tu penses à quelque chose, tu penses à ta femme, et bam, à ce moment-là, elle t'appelle. Ouais. Et en fait, il y a vraiment des chercheurs, justement, tu parlais de physique quantique, qui ont fait des recherches, mais pendant 25 ans, si tu veux, pour essayer de comprendre quel était le lien et qu'il devait y avoir finalement un phénomène. Alors malheureusement, c'est pas encore prouvé, mais peut-être que dans quelques années, on pourra se revoir et tu me diras, tu vois, j'avais raison. En tout cas, merci d'avoir partagé ça. Encore 2 questions. Est-ce que tu as une maxime, une citation qui te tient particulièrement à cœur et que tu pourrais partager avec nous? J'en ai plusieurs, mais... Ça peut être plusieurs. Pour le management, ouais. Hard on facts, soft on people. Ah, c'est pas mal. Hard on facts, soft on people. Ça, les managers devraient se dire ça tous les matins. Donc ça veut dire que tu transiges pas sur les critères objectifs, ouais. Tu montres ce que tu observes, ouais. mais d'un autre côté, tu t'es Tout humain. Tout le monde quoi. mérite le respect. Ouais. Tout le monde mérite la bienveillance, du matin au soir. Tout le monde. C'est ce qui fait qu'on est des humains. Donc c'est indispensable. Néanmoins, ça ne veut pas dire se voiler la face sur les faits. Oui, il faut savoir prendre des décisions parfois difficiles, mais en le faisant de manière humaine. Hard on facts, soft on people. Très intéressant. Et une dernière question, donc je parle là maintenant à l'hypocagneux en face de moi. Quel est le livre ou les quelques livres qui ont un peu changé ta vie, qui ont été des livres phares pour toi, que tu pourrais partager avec nous? Alors, c'est très difficile comme question parce que souvent on se dit « Ah, mais attends, c'est quoi le dernier livre que j'ai lu, etc. » Là, je te parle plutôt, tu vois, de livres un peu fondamentaux pour toi que tu pourrais recommander, s'il y en a. Moi, je peux pas dire Harry Potter. Bah si, tu peux. S'il a changé ta vie et qu'en fait, tu veux maintenant devenir magicien. Non, moi, je suis très heureux de voir ma fille de 7 ans commencer à lire Harry Potter. C'est ses premiers livres, c'est marrant. Non, moi... bon, il y a de la philo, évidemment. C'est quand tu réussis à rentrer vraiment quoi, dans un bouquin de philo, c'est probablement les bouquins qui te font le plus réfléchir. Ces dernières années, probablement Comte Sponville, ouais. J'aimerais bien l'avoir sur le podcast pour tout te dire. Ah ouais, lui c'est un des... je pense que c'est un de ceux qui a le mieux... qui ressent le mieux l'époque. T'as un livre en particulier qui t'a plu? Franchement, ces 10 dernières années, le mec a été très bon. Donc, oui, il est pas mauvais, ouais. Ouais.
Comte-Sponville. André, si jamais vous nous écoutez, vous êtes le bienvenu sur le podcast. Super. Bah écoute Mathias, merci beaucoup. C'était passionnant. Si on veut te retrouver, je sais que tu es actif sur Twitter. Très actif sur ouais, Twitter. LinkedIn. LinkedIn aussi. Twitter, LinkedIn, très bien. Et puis l'appli Trade Republic. On va sur l'app Trade Republic. Il y a beaucoup de choses sur Il y a YouTube. beaucoup de contenu aussi, c'est ça. Je mettrai Oui. en tout cas toutes les notes dans l'épisode. Un dernier mot de la fin, un message à faire passer. C'est le moment ou jamais. Notre épargne et notre avenir, investissons-la. Écoute, je te remercie 1000 fois. À bientôt Mathias. Merci Pauline.